Nous allons parler des aidants, du répit, des solutions de répit pour les aidants, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Étienne Pavard, qui est le directeur de Vacances Répit Famille, qui propose des séjours de répit. Bonjour Étienne. Bonjour. Peut-être te présenter si tu souhaites, et puis on va présenter directement Vacances Répit Famille. Et après, Oui, on parlera des différentes solutions pour les aidants et de cet univers. c'est super, merci. Euh, oui, alors Vacances Répit Famille, une organisation qui répond à la demande de répit pour des aidants qui accompagnent un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap. Notre réflexion au départ, ce qui a fait naître le projet Vacances Répit Famille, c'était que nous savions autrefois proposer des séjours pour des personnes qui étaient encore autonomes, et nous savions proposer de l'accueil temporaire pour qu'une personne puisse prendre du répit. Mais on pouvait prendre du répit si finalement on laissait son proche dans une structure médicalisée. Le projet Vacances Répit Famille, il est né pour proposer des accueils qui permettent de rappeler que finalement, avant d'être proche aidant, on est proche aimant. Hein. Les 90% des aidants sont d'abord finalement un conjoint, un parent, un enfant d'une personne qui est en perte d'autonomie. Et finalement, on a le souhait d'être ensemble et de pouvoir profiter ensemble d'un moment hors domicile et de pouvoir, comme on le fait en vacances, recharger les batteries, se reposer et laisser un peu la charge d'aide. Et donc, dans nos structures, il y a attaché à ces structures une équipe médico-sociale permanente qui permet de prendre en charge tout ou partie de la charge de présence humaine, technique ou médicale d'accompagnement, de façon à ce que le lien familial prenne toute sa place pendant le séjour et un petit peu moins le lien d'aide. Voilà l'histoire un Donc, petit peu de donc vacances. l'aidant et l'aidé partent ensemble Oui, dans une de vos structures. mhm. Sur place, en fait, l'aidant peut un peu souffler parce qu'on s'occupe de l'aider. C'est ça, tout à fait. Avec la possibilité d'avoir des activités communes, comme on le ferait dans un village de vacances, une résidence hôtelière ordinaire, des activités pour les dents, en mode un peu bulle les dents, hein, donc ils partent entre aidants, faire une balade ou une activité particulière, et puis des prises en charge plus spécifiques pour l'aider en fonction de certaines pathologies, puisque la plupart des personnes qui viennent dans nos établissements ont des pathologies qui peuvent être parfois assez lourdes. Vacances Répit Famille, c'est indépendant, ça appartient à une Vacances structure. Répit Famille, oui, c'est une structure associative. C'est un réseau, en fait. L'association a pour objet de pouvoir fédérer des propositions qui sont portées par des acteurs. Donc, nous avons actuellement 3 établissements pour un total d'une cinquantaine de places qui sont gérés chacun par un acteur indépendant, autonome, et qui, entre guillemets, rejoint la marque VRF. Et nous avons voilà, 2 établissements en projet d'ouverture en 2025 pour étendre le réseau avec là aussi deux nouveaux partenaires. Comment est-ce que les aidants font pour connaître Vacances Répit Famille? Est-ce que c'est l'aidant qui est en contact? Comment ça se Ah, passe? c'est une très très bonne question parce que c'est un sujet qui nous Je ne pose allons. que des très bonnes questions dans l'émission. Ah, j'en étais pas. Alors, oui, effectivement. Alors, qui est en contact et comment? Alors, c'est quelque chose qui change beaucoup. On est dans un environnement qui est très mouvant. Euh, En particulier depuis le plan aidant 2017-2022 et ses suites maintenant. C'est un environnement qui bouge et du coup, ça change aussi la façon dont on entre en contact avec les aidants. D'abord, pour qu'on entre en contact avec les aidants, il faut que les aidants se reconnaissent aidants. Bien. Hein. Aujourd'hui, voilà, globalement, un sur deux, peut-être quelquefois on dit 2 sur 3, se reconnaissent un peu aidants, mais connaissent pas forcément les solutions. Nous n'avons pas voilà, de grandes campagnes de communication, bien sûr. Donc, nos relais sont nos premiers partenaires qui sont aussi les cofondateurs du projet VRF. Hein, ce sont des caisses de retraite du groupe Agir Carco, enfin de la fédération Agir Carco, et l'AFM Téléthon. Hein, ce sont les gens qui ont porter ce projet. Et donc, on passe par eux pour entrer en contact avec les aidants qui proposent ces solutions de répit dans leur support. Et de plus en plus, aujourd'hui, les contacts viennent par les associations de malades, les acteurs de la santé qui se sont beaucoup plus impliqués dans le sujet des aidants ces dernières années. Et puis également les plateformes de répit qui sont en train de se mettre en place progressivement sur les territoires. Donc il y a maintenant des acteurs sur les territoires qui connaissent les familles, qui sont en contact avec les familles, en tout cas certaines d'entre elles, et qui aujourd'hui peuvent relayer effectivement dans le cadre de leur parcours d'accompagnement la solution du séjour comme un des éléments de répit possible
pour l'aidant. Et pour répondre à la question de comment, est-ce que c'est l'aidant qui nous contacte? Alors en fait, c'est rarement l'aidant qui nous contacte la première année. Le premier contact, il est souvent fait par un proche de l'aidant qui se préoccupe. Ça peut être un intervenant social. Ça va souvent être une personne qui va nous appeler. Je m'inquiète pour ma mère qui est aidante de mon père. Je m'inquiète pour ma sœur qui est aidante. Je m'inquiète pour mon papa que je vois fatigué. Et donc, je cherche des solutions pour vous. Vous pouvez peut-être être une solution. Donc, au début, en fait, on informe un tiers. On essaie de proposer la solution au tiers et c'est un peu à lui de faire l'avant-vente, si on peut le dire comme ça, du projet. Ce qui fait, j'ai souvent tendance à dire, c'est des processus longs. J'ai souvent tendance à dire que la première année, ça va pas forcément se faire. Le temps que on présente la chose, que l'aidant soit convaincu et finalement, pour te donner un autre élément de lecture, les personnes qui viennent en séjour dans nos VRF la première année, jusqu'à présent, c'est des statistiques qui évoluent vite, mais elles n'ont pas quitté leur domicile pour un séjour de plus d'une ou deux journées depuis 6 à 7 ans en moyenne. Hein. Ah Notre, oui. notre Ah oui, premier donc en challenge, fait, tu as vraiment des aidants qui sont, je vais dire à bout, mais qui sont vraiment déjà bien impactés. c'est ça, on a des aidants qui sont. Alors, la spécificité, si on peut dire un peu, hein, de VRF, c'est vrai que, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions aussi qui existent, mais les personnes qui viennent chez nous sont principalement des personnes qui n'ont plus ou très difficilement accès à des solutions ordinaires. Hein. Nous recevons des gens pour qui la pathologie du proche fait que aller au restaurant, aller dans un hôtel, participer à une activité dans un village club, c'est compliqué ou c'est stressant. Hein. À cause du regard peut-être des autres, mais parce qu'il faut de l'équipement, parce qu'on a peur sur le plan sanitaire, parce que bah voilà, beaucoup d'éléments comme ça. Donc ce sont des gens, on le connaît tous, on est tous aidants ou aidés un jour dans notre parcours de vie. Ben, c'est enfermant l'aide. Hein. L'aide c'est enfermant parce que finalement chez soi, ben, on a nos habitudes, ça fonctionne. Petit à petit, les gens viennent moins nous voir parce qu'ils savent pas s'ils vont pas déranger, si c'est le bon moment, pas le bon moment. On sort moins parce que c'est une campagne, c'est compliqué, les sorties à organiser, etc. Donc, bon, finalement, on finit, et particulièrement quand on est sur des seniors, hein, ben, à faire notre petite vie à deux, là, entre guillemets, ou quelquefois à trois, dans les familles avec situation de handicap, par exemple, ben, on fait un peu notre petite vie entre nous. Hein. Et donc, le premier sujet, c'est vraiment de réussir à convaincre qu'on peut ressortir, on peut repartir quelques jours, on peut retrouver du lien avec d'autres personnes et que ça va bien se passer. Donc, c'est ça notre. Est-ce qu'il y a une limite? C'est-à-dire, en fait, si moi je viens avec mon aidé qui est Alzheimer, agressif, Hum, par exemple, hum. est-ce qu'il y a une limite? Alors, on n'a pas véritablement de limite. Si on Hmm. prend, alors, par exemple, l'accueil des situations plutôt liées à l'âge, hein, comme Alzheimer ou des Parkinson, là, on prend jusqu'à du GIR1, pour parler un peu technique. Hein. Quand même. Ah oui. Oui, 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 Bon, dire un, c'est lourdement dépendant. Hein. on est très bien équipé. Hein. Donc, on a du personnel qui est très adapté, on a un taux d'encadrement élevé, hein, une forte présence humaine dans la structure. Euh, alors, l'objet, c'est justement parce que il faut pas que j'allais dire la pathologie ou que la contrainte, la dépendance du proche soit un frein enfin, faut que ce soit le moins bloquant possible pour les dents. Euh, la limite, pour parler de limite, hein, la limite qu'on va mettre, elle va être de deux types. Il y a des limites sur certaines pathologies, certains troubles que nous ne pouvons pas accueillir. Je pense à des troubles psychiques où on n'est pas encore complètement armé. On est en train, dans nos prochains projets d'établissement, mais des personnes qui ont des troubles bipolaires importants, des TSA, des troubles spectro autistiques lourds, on a du mal aujourd'hui à l'accueillir. On n'est pas complètement adapté encore. Mais par contre, tous les troubles type Alzheimer ou des AVC importants, ce type de choses, on peut prendre. La limite qu'on va mettre là, c'est la capacité à ne pas trop perturber le collectif. C'est-à-dire que les autres familles qui sont là, les autres aidants et leurs proches qui sont là, ont besoin eux aussi de pouvoir être dans un environnement bienveillant, un peu serein et calme, ou en tout cas, voilà. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on joue sur notre saisonnalité. Dans nos activités, ce sont des petites structures. Il y a une cinquantaine de places sur 3 établissements aujourd'hui. On va ajouter à cela à peu près une quarantaine de places dans les mois qui viennent sur 2 nouvelles structures. Donc, c'est des petites structures en mode hôtelier ou en mode pavillonnaire. Et on a une saisonnalité assez forte. Hein. Souvent, ça étonne parce qu'on se dit un aidant aidé, il peut partir quand il veut, mais en réalité, quand tu pars de chez toi une fois par an, bah, tu vas pas partir en novembre. Enfin, en tout cas, c'est là, comme ça, intuitivement, c'est pas forcément le moment où tu vas partir. Donc,
il y a de la saisonnalité dans notre activité. Et donc souvent pour les personnes qui ont des troubles plus importants, qui peuvent avoir un peu plus de mal en collectif ou qui peuvent demander un encadrement plus important, on va leur proposer de venir plus tôt en basse saison, où D'accord. là, on va être à 4 ou 5 familles, donc on peut largement accueillir. Quand on est en haute saison, où on peut avoir jusqu'à 20 familles, 20, 25 couples, là, on va plutôt dissuader. Hein. Ça, donc l'équipe d'accueil qui prend les réservations, ça se fait au téléphone, ce travail, ça va générer 4 ou 5 appels, on va prendre le temps, et là, on va orienter vers l'établissement le plus adapté et vers le moment qui peut être le plus adapté. On va aussi demander des informations sur justement le besoin d'accompagnement pour pouvoir dire à l'aidant, ben voilà, sur une période donnée, ben peut-être qu'on va avoir beaucoup de demandes avec des gros accompagnements. Donc, on va probablement essayer de décaler certaines personnes sur d'autres périodes pour être sûr d'avoir l'accompagnement nécessaire et ajuster un peu comme ça l'activité. Alors, il y a plein de questions comme d'habitude Hum, qui me viennent. Comment est-ce que tu fais pour... Parce qu'en fait, si dans l'établissement, il y a par exemple 10 couples à l'instant T, et qu'il y en a 9 9 aidés qui ont vraiment Alzheimer important, hum, euh, comment est-ce que tu fais pour que l'environnement ne soit pas trop médical, j'allais dire trop hum. glauque, en fait, pour que les aidants, quand même, voient ça comme des vacances, en fait, et Oui. pas se dire, oh là là, mais il y en a d'autres aussi, comme ma maman. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça, en Alors, fait? c'est un vrai, oui, oui, c'est une vraie question. Hein, alors, il faut être humble avec la réponse à cette question. Oui, nos établissements, effectivement, ils ont un marquage médicalisé. Alors, bien sûr, on le gomme. C'est vraiment quand tu arrives dans l'établissement, je pense à celui de Tours, là, qui est vraiment plutôt Alzheimer, par exemple. Quand tu arrives dans l'établissement, c'est un hôtel 3 étoiles qui a son label Tourisme Handicap. Mais quand tu arrives, c'est un accueil hôtelier. Et tu as des chambres où il n'y a aucun équipement médical. D'accord. La salle de bain est adaptée, mais tu es sur des lits hôteliers très ordinaires. Et on va installer les besoins complémentaires, lits médicalisés, lève-personne, et ça, on peut avoir tout ce que tu veux dans un EHPAD, par exemple. On va installer dans chaque chambre, en fonction du besoin, le matériel adapté. Et effectivement, il ne faut pas dire non plus. Voilà, et ça peut quelquefois marquer les gens. Quand tu arrives, bah, les autres personnes, elles sont aussi en situation. On peut Bah oui, avoir, c'est ça. on Donc, accueille un peu de tourisme ordinaire. On essaie d'ouvrir un peu au tourisme ordinaire. On peut le faire, tout en prévenant là aussi les touristes entre guillemets comme ils aillent. On peut avoir des familles avec des taux d'autonomie plus importants, hein, mais effectivement, on a souvent des familles qui sont touchées. Hein. C'est à la fois c'est très apprenant et c'est même réconfortant quelquefois, mais c'est aussi quelquefois un peu, oui, effectivement, un pesant. peu lourd. Voilà. Donc, d'une part, les situations, disons, un peu lourdes d'Alzheimer, ben, par exemple, pour parler technique, dans l'établissement de Tours, nous avons 6 places en espace vraiment protégé, vraiment pour des situations plus complexes à gérer, en Dans ce cas-là, en proximité. fait, l'aidant Oui, et l'aidé habitent la même chambre ou c'est pas deux chambres séparées? nécessairement. Non, pas Ah, nécessairement, à leur choix. Pour être, d'accord. en fait, dans l'établissement, alors quand on est dans un modèle pavillonnaire, ben, ils sont ensemble dans un pavillon de 4, 5, 6 personnes, voilà, 8 personnes. Lorsqu'on est à l'hôtel à Tours, par exemple, là c'est l'hôtel et on a, pour te dire, on peut recevoir 25 personnes accompagnées, hein, ou 25 couples souvent, ou des fois ils sont à 3, mais souvent en binôme, et on a 40 chambres. Voilà. Donc, on a la possibilité assez aisément, et ça fait partie du jeu un petit peu, de pouvoir proposer à l'aidant pour qu'il puisse se reposer, de dire, et puis parce que quelquefois, effectivement, ils font chambre à part, mais souvent pour qu'il puisse se reposer, on dit, mais là, comme l'aide-soignante de nuit passe de toute façon et va prendre en charge votre proche, bah, justement, profitez-en, allez dormir, prenez une chambre séparée. Voilà. Là, ça, c'est vraiment au choix. Tout ça, tout se fait au choix de la personne. On leur demande un peu aussi leurs habitudes de vie et on va préparer, nous, un protocole d'accompagnement en fonction de comment ils veulent vivre leur séjour. Il y a une grosse différence entre 50% des familles qui sont des habitués qui viennent tous les ans et 50% qui sont des nouveaux, hein, en général, les séjours. Et donc, effectivement, les nouveaux, ben, on va proposer un protocole et lorsqu'ils vont arriver, vraiment, ils arrivent en fin de semaine et les 2 premières journées, la première nuit, la première journée, c'est un temps d'échange essentiellement avec l'équipe pour réajuster ce qu'on va faire dans la semaine. Parce qu'ils sont en vacances, hein, donc ils se lèvent quand ils veulent, enfin ils vont déjeuner au moment où ils veulent. On décide avec l'équipe à quel moment on n'intervient pas, jusqu'où on n'intervient pas, et potentiellement dans la semaine, on va pouvoir l'ajuster.
Si en particulier on voit que l'aidant, il est épuisé mais qu'il a du mal à lâcher la main, on va probablement l'aider un petit peu à lâcher la main en fonction de la mise en confiance avec l'équipe. C'est vraiment ce travail qui est fait. Avec le recul, est-ce que vous savez la durée idéale d'un séjour pour les dents? Oui, il faut. Alors, on va parler. Je pense qu'on va parler de parcours de répit. Pour dire ça, il y a deux choses. La durée. euh, la- les personnes viennent parfois de loin. Elles sont en plus, par exemple, dans certaines situations, elles sont âgées ou en tout cas fatiguées. Et elles ont quelquefois de la route à faire. Donc, comme tout à chacun, quand on part et qu'on part en vacances, hein, franchement, il te faut bien 2 bonnes journées, voire 3 bonnes journées pour avoir vraiment l'impression d'avoir posé tes valises. Et tu commences à profiter un peu du séjour, de ton environnement, des échanges avec les autres familles, parce que c'est beaucoup cette convivialité qu'on vient chercher. Ça commence vraiment à se mettre en place, finalement, à la troisième, quatrième journée. Donc, à moins d'une semaine de séjour, c'est pas un grand répit, on va dire ça comme ça. Euh, les, les, il y a une différence entre, alors il y a des personnes qui sont habituées à venir, qui viennent régulièrement tous les ans, 2 fois par an, ben, ils font des lots comme ça d'une semaine. On préconise quelquefois de faire 2 semaines si on a vraiment besoin de lâcher prise et de se reposer. Là, ça fonctionne bien sur 2 semaines. Au-delà, c'est pas absolument nécessaire d'aller plus loin que les 2 semaines. On nous demande quelquefois de faire des courts séjours, de 3, 4 jours par exemple. On peut le faire, mais je suis vigilant, on est vigilant sur cette partie-là parce qu'on ne peut pas promettre qu'on va faire un répit en 3 jours avec le D'accord. séjour, enfin le trajet et le séjour. Par contre, aujourd'hui, historiquement, c'est vrai qu'on proposait des séjours de répit, j'allais dire secs, c'est-à-dire les gens venaient en VRF pour faire un séjour de répit, puis après ils retournaient à domicile, puis ils faisaient leur année à domicile. Et il y a petit à petit des choses qui se mettent en place, il faut qu'on travaille tous en réseau. Il y a des acteurs en place aujourd'hui avec les plateformes de répit, avec les maisons de l'autonomie, etc., qui accompagnent les familles, qui leur font des propositions. Et donc, on a des personnes qui sont plutôt dans des parcours de répit, où on a aussi sur nos territoires, à proximité de nos établissements, des organisations qui se mettent en place. Et donc, dans le cadre d'un parcours de répit, où la personne, elle est déjà accompagnée, elle fait une sortie de temps en temps, elle a un peu de relayage à domicile de temps en temps, et bien là, oui, un court séjour, ça fonctionne. Voilà. C'est une petite respiration. Mais pour des personnes qui n'ont pas ce type d'accompagnement, hein, là, une semaine, c'est bien. Et le séjour moyen dans nos VRF, c'est 12 jours à peu près. Comment est-ce qu'on finance l'ensemble? Parce qu'en fait, il y a une durée qui est assez longue, il y a Oui. un encadrement, il y a un sur-mesure, il y a deux personnes à s'occuper. Comment c'est financé? Ça fonctionne. Alors, on a 3 clés de financement. C'est un sujet, le financement des séjours, hein. Alors, d'une part, on est une association à but non lucratif, RF, hein, donc on essaie de rester sur des approches tarifaires le plus supportables possible. Euh, nos établissements ont tous, jusqu'à présent, un agrément ARS pour l'équipe et La partie porter médicale. l'activité médico-sociale et porter l'activité Ah, sanitaire. d'accord. Bien sûr, Et donc d'accord. ça contribue à une partie de notre financement. On va dire que le personnel soignant, à peu près, est à peu près financé. D'accord. Le reste du financement, finalement, on est en mode un peu séjour vacances. Donc vous allez louer à Agite pour une semaine, 400, 500 euros. Vous allez payer une pension complète à l'hôtel, actuellement 120 euros par exemple. Et cette partie-là, elle est à charge de la famille dans le modèle. Alors, ce qu'on a mis en place pour que le financement du séjour, le coût du séjour, soit pas un frein supplémentaire, hein, à l'accès au répit, c'est qu'on a des partenaires qui contribuent à la solvabilisation du séjour auprès de la famille. Alors, particulièrement la Carco, évidemment, qui est très impliquée sur ces sujets. On peut aller chercher d'autres solutions aussi pour des personnes qui ne sont pas salariées ou retraitées du privé. Et là, on fonctionne en mode tiers financeur, c'est que nous, on va monter le protocole d'accompagnement avec la caisse partenaire et on va afficher un reste à charge à la famille. Alors, la GIRCARCO, par exemple, étant très impliquée dans l'accompagnement du répit, on a des financements assez importants qui peuvent aller selon les situations, mais globalement, hein, de 50 à 85% du coût de l'hébergement. Donc, D'accord. on peut arriver à des séjours qui vont, alors ça peut varier en fonction du type d'établissement, etc., mais qui peuvent aller de peut-être 200 euros la semaine jusqu'à 500, 600 euros la semaine.
Tu voulais parler d'autres solutions de répit parce que le séjour, en fait, c'est une des solutions parmi d'autres solutions qui existent. Donc, Hmm. j'ai bien aimé l'approche. Est-ce que tu peux parler des autres solutions, puis comment ça s'articule, enfin, quels Comment sont ça les se... différents types? Oui, merci. C'est vraiment un sujet qu'on essaie d'aborder et avec d'autres aujourd'hui, et on le voit parce que aussi notre environnement économique et en particulier dans le monde sanitaire et médico-social fait que on peut pas imaginer que un acteur est la solution ultime à tout. C'est c'est vraiment le travail en réseau qui doit nous permettre d'avancer. Et on a essayé d'investiguer nous cette approche-là. Lorsque VRF a été créé il y a 10 ans, maintenant on a 2 établissements qui ont fêté leurs 10 ans. Lorsque VRF a été créé, ben, c'est vrai qu'on ne connaissait pas trop les aidants, il y avait peu de solutions, voire pas de solutions. Aujourd'hui, sur les séjours de répit pour des personnes qui présentent des troubles importants, il n'y a toujours pas beaucoup d'autres solutions que nous. Mais par contre, autour du domicile et dans l'accompagnement du virage domiciliaire, il y a des choses qui se font. Le, ce que tu connais, le mur démographique qui arrive et les capacités d'accompagnement professionnel font qu'on va avoir de plus en plus besoin des aidants. Pour qu'on puisse se reposer sur les aidants, nos aidants seniors, juste pour la petite parenthèse, hein, ils sont pour la plupart d'entre eux de plus en plus multi-aidants. Donc, il va falloir qu'on aide ces personnes-là. Pour aider ces personnes-là, le séjour de répit, c'est intéressant, c'est un séjour apprenant, c'est une vraie pause, on sort du domicile, où on s'occupe plus du ménage, du repas, du machin, etc. On a un accompagnement pour le proche, mais on est ensemble, donc un peu plus d'énergie sur notre lien de proche aimant. Ça, c'est très bien, mais c'est, voilà, comme nous disent quelquefois les familles, je suis reboosté pendant 2 mois, 3 mois, mais ça fait pas l'année, hein. Donc, il faut que ça soit accompagné par d'autres choses, de l'aide à domicile, du relayage, la possibilité. Le baluchonnage, par exemple, Oui, ça rentre dans pour toi dans le répit. oui, on travaille avec ça. Alors, pour ta question de tout à l'heure et le baluchonnage, en fait, on parle souvent d'un truc qui s'appelle la roue du répit, hein. On dit, bah voilà, dans le répit, vous avez la possibilité de faire bah, du groupe de parole, d'aller à un café des aidants. Vous pouvez faire de l'accueil temporaire, de l'accueil de jour. Vous pouvez effectivement faire même de l'accueil familial, etc. Du séjour répit, du séjour en vacances adaptées et du relayage. Nous, on regarde beaucoup le sujet du relayage parce que finalement, dans l'accompagnement qu'on propose pendant mon séjour, il y a une petite idée du relayage. Les familles sont ensemble, la plupart du temps, à leur choix, mais on propose aussi des activités pour les aidants qui peuvent partir en bulle aidant pendant une demi-journée ou pendant une journée. Et pendant ce temps-là, effectivement, le proche, il est pris en charge par l'équipe ou par un personnel. Et on peut être amené à proposer aux familles de pérenniser un petit peu ces possibilités-là quand elles sont de retour à domicile. Vous voyez, c'est possible. Vous pouvez tout à fait vous reposer sur un professionnel qui va venir créer une présence humaine rassurante, vigilante auprès de votre proche. Et pendant ce temps-là, voilà, vous vous vaquez sans stress à vos activités. Euh, c'est des sujets qu'on fait avec les relais, les partenaires en question, alors, de toute façon, un Baluchon et puis Bulder. Voilà. Et on peut être amené, nous, pendant nos séjours, à proposer aux familles de réfléchir à ces pistes-là et, avec leur accord, contacter un acteur local, un leader local par exemple, pour qu'il lui-même prenne contact avec la famille à son retour à domicile. Voilà. Pour essayer de mettre en place ou de proposer des accompagnements dans le cadre là, du coup de l'accompagnement du domicile. Et puis pour continuer à garder les bénéfices du séjour. Parce qu'en fait, c'est C'est aussi ça. la question. Si on fait un séjour tous les 2 ans, on déstresse pendant 15 jours après, mais après on revient à la Bah, situation. c'est ça. Il faut pouvoir se garder. C'est l'objet qu'on présente actuellement, hein. C'est pas pour séparer de son proche, mais lorsqu'on est comme ça H24 avec son proche à domicile, effectivement, c'est de la charge mentale, c'est de la fatigue. Ça peut être aussi de la charge de soins, c'est de la charge quelquefois physique. On peut avoir une activité professionnelle par ailleurs. Comme je le disais, on a beaucoup d'aidants d'aidantes, en particulier sur la population un peu plus senior, qui souvent maintenant sont du coup aidants d'un conjoint ou d'un enfant et d'un parent, ou d'un conjoint et d'un parent, ou quelquefois de 2 parents ou aux parents. Donc c'est quand même des charges importantes. Et
on ne va pas chercher et on ne va pas se transformer en aide professionnelle. Moi, je ne suis pas opposé au fait qu'on ait un statut d'aidant, hein, mais l'aidant, c'est d'abord un proche aimant, encore une fois. Et il y a une limite à la professionnalisation. Il faut quand même d'abord se rappeler qu'on est sur ce lien affectif, un peu intime, et il y a des professionnels pour faire le reste du travail et pour libérer aussi l'aidant qui puisse garder lui son propre équilibre de vie perso ou vie professionnelle, en plus de la vie d'aidant. Oui, ça reste un proche aidant et pas un aidant proche. Bravo, on peut le dire tout à fait comme ça. Et c'est important de. Quelquefois, on nous le dit. Hein, quelques-uns nous disent. Moi, je cite souvent cette parole, voilà, d'une dame que je croise souvent en village, et me fait la remarque que oui, mais moi, vous dites aidant, 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 mais moi, je suis pas son infirmière, je suis pas son auxiliaire de vie. Moi, je suis sa femme, et ça fait 50 ans qu'on est mariés. Donc, moi, je veux rester sa femme. Et dans nos établissements, l'objet, c'est bien de rappeler ça. D'abord, vous êtes le conjoint ou le parent ou l'enfant. Hein. Et même si vous prenez un rôle un peu technique dans l'accompagnement de votre proche, euh, il y a il y a des ressources, des solutions pour que ce rôle-là ne vienne pas trop, il le fait mécaniquement, mais ne vienne pas trop grignoter, hein, votre lien affectif premier. Quoi. Là, on parle de solutions de répit, de parcours de répit. Est-ce que tu penses qu'on va aller vers une solution globale, en fait? Quelqu'un qui irait, voilà, je prends cette situation sur le long terme, par Hum. rapport à la situation, voilà ce qu'il faut organiser dans l'année, réduire. Enfin, est-ce qu'on va arriver vers une... Oui, je pense. Enfin, alors oui et non, c'est-à-dire que je pense que l'enjeu, c'est de pouvoir mailler. C'est un peu ce qu'essaie de faire ce qu'essaie de faire les plateformes de répit ou ce que peut faire un professionnel dans le cadre de son accompagnement de proximité. Parce que on peut pas décider à la place des familles, hein, et c'est mouvant. Ta charge d'aide, elle va évoluer. Bien sûr. Ta vision de l'aide, ta propre santé, ta propre capacité à prendre du recul va évoluer. Ton besoin va donc pas forcément être le même. Et puis ton besoin n'est pas le même si tu es en ville avec un réseau de santé installé, avec une vie sociale peut-être un peu plus marquée, ou si tu es un peu plus isolé, où ton premier problème c'est bah faut trouver un médecin, ou faut trouver quelqu'un pour te transporter pour aller à l'hôpital, ou faut, etc. On est Les problématiques sont pas les mêmes, les besoins sont pas les mêmes. Je pense que ce qui va rester très important, c'est que les acteurs soient en capacité de mailler les propositions. Pour être force de proposition ou de relais, pour essayer de citer un exemple de notre part, nous dissuadons, nous recevons à peu près 10 000 appels par an, et nous dissuadons des familles que nous ne pouvons pas accueillir. Soit parce que nos établissements sont trop éloignés de leur domicile, soit parce que euh, la proposition d'accompagnement ne leur convient pas forcément, ou la pathologie, on peut peut-être pas l'accompagner, etc. Enfin voilà, plusieurs raisons comme ça, on va pas forcément pouvoir accueillir. Mais moi, jusqu'à présent, ces personnes-là, on était obligé de leur dire, ben, débrouillez-vous, c'est pas nous, quoi. Et moi, les pas nous, pardon, hein, mais ça m'agace. Et donc, l'objet, c'est extrêmement complexe. Hein, donc, je dis, ouais, mais l'objet, c'est que les équipes d'accueil puissent dire, OK, pour vous, là, on n'a pas, mais on peut vous faire rappeler par quelqu'un, on peut vous proposer de vous rapprocher d'une autre solution. Ce qui ne marche pas pour l'instant, c'est qu'en fait, quand on fait ça, on refait de la dissuasion. Je vais essayer de ne pas être trop long. Jusqu'à présent, malheureusement, on dit ben, appelez le service autonomie, appelez la plateforme de répit, ou appelez le truc local ou le CCAS local. Les CCAS sont des acteurs, j'en ai pas parlé, mais sont des acteurs essentiels. Ils font un boulot énorme et c'est vraiment vital pour nous et je pense vital pour les familles. Et on dit ben, appelez-les, euh, sauf que les gens n'appellent pas parce Ouais, parce qu'en que fait, tu remets la personne dans le statut de solliciter une aide. elle sollicite une aide, c'est elle qui reprend la charge mentale. Ouais, c'est Bien ça. sûr, elle va appeler, mais il faut appeler les jours en I de 10h à midi. Enfin bon, Ouais. voilà. Donc ça va pas se faire. Donc il faut qu'on arrive, nous, à dérouter plutôt À faire vers le rappeler la professionnel. personne, en fait, à faire rappeler la personne. On fait de l'aller vers. C'est vraiment comme C'est tout le ça. monde Ouais, doit le c'est ça. faire de l'aller vers. Et il faut par contre qu'on réussisse tous à faire de l'aller vers pour des parcours de répit. Et qu'il n'y ait pas de coin à champignons, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que, oui, à un moment, la famille, ben, ce qui va lui aller, ça va aller, moi je le dis souvent, ce qui va lui aller, c'est peut-être d'aller dans un séjour de vacances ordinaires dans un gîte.
Très bien. Un autre moment, ça va être de venir chez nous. Un autre moment, ça va être de faire appel à un relayeur. Génial. C'est et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer ces différents dispositifs pour que on puisse maintenir la vie et le bien-être à domicile et la bonne vie relationnelle de l'aidant et de l'aider le plus longtemps possible. À nous de pouvoir nous passer un petit peu le sujet en disant, bah, tiens, pour la situation de la famille, que l'acteur puisse faire un aller-vers et aller proposer. Moi, je crois énormément à ce maillage qu'il faut qu'on réussisse à construire. C'est extrêmement difficile parce que, comme tu connais, on est sur des marchés très éclatés, avec énormément d'acteurs. Ça s'appelle pas partout pareil, c'est très localisé ou pas. Enfin, c'est extrêmement difficile. Mais petit à petit, on y arrive et moi je crois beaucoup là du coup aux structurations qui se mettent en place progressivement dans les territoires pour chaîner ces réponses. Je voulais parler également du contexte incertain, que j'arrive à me relire, incertain, du médico-social. Et quel est le lien entre le médico-social, enfin, le domicile, enfin, etc., et le répit? Ben, Comment est-ce qu'on tire le il fil? y a- oui, il y a plusieurs. C'est bien sûr que nous, d'abord, on ne vit pas seul, tous, tout à chacun. On est d'abord citoyens, et même si notre activité, elle a un engagement social, humblement sociétal. Et donc, on est très lié à finalement cet ensemble, presque un petit écosystème, et à plusieurs échelles. D'une part, parce que, comme on disait tout à l'heure, nous avons dans nos établissements des agréments et nous avons des financements pour la partie soins. Et évidemment, c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'imaginer d'avoir plus de places financées pour ce type d'accueil. Voilà, les moyens sont pas énormes, enfin ils sont importants, mais il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Donc c'est difficile de pouvoir déployer un maillage national, par exemple, parce que ça consomme des moyens importants. C'est difficile aussi parce que nous sommes très concernés également par les besoins de ressources de personnel. Comme je disais tout à l'heure, on a un Ah oui. niveau d'encadrement important, on a besoin de personnel, on a besoin d'être installé dans des bassins d'emploi avec des gens. Dans nos villages, les collaborateurs qui travaillent dans nos accompagnements sont des gens très compétents à qui on demande une agilité parce que ils doivent être très compétents sur le soin, comprendre très vite la situation de la personne en situation de handicap ou malade, et en même temps, c'est pas le soin qui est premier parce que ils sont en famille avec les dents et ils sont en vacances. Et c'est pas nous qui décidons. Enfin, entre guillemets, on veille, on surveille, on accompagne, on est vigilant, on maintient le parcours de soins, on amène des soins, bien sûr, mais les personnes sont libres de leur vie comme à domicile. Et par ailleurs, on est en trinôme, c'est-à-dire qu'il y a les dents qui est là aussi, et donc on discute un peu à trois de comment on va faire l'accompagnement aujourd'hui, comment on va le faire cette semaine. Donc et c'est toutes les semaines, les familles changent. Quand vous montez un protocole dans un modèle médico-social habituel d'accueil temporaire ou de masse ou d'EHPAD ou que sais-je, ben, vous le montez pour plusieurs mois, Oui, plusieurs. il y a le Voilà. sur-mesure, en fait, il y a le Voilà, sur-mesure. exactement. Nous, en fait, ben, vous montez un dispositif, mais pour chaque famille accueillie, mais la semaine suivante, vous avez un nouveau groupe de familles qui arrive et vous recommencez. Et à chaque fois, ben, c'est un peu la surprise. Et vous savez, on ne connaît pas forcément. Alors, il y a des gens qui viennent régulièrement, mais sinon, on ne connaît pas forcément les gens. Mais votre volonté, c'est d'accueillir autant de possibilités. Ce ne serait pas pour la simplicité, parce que j'aime bien la simplicité, ce ne serait pas de dire, voilà, bah, je veux uniquement des Et binômes aidants aidés qui ont ce profil-là et je c'est fais la ça. communication sur ça. On en parle, par exemple, de dire, ben, tiens, on ferait des semaines Alzheimer, des semaines Parkinson, ou pour le handicap, des semaines plutôt moteurs, des semaines. Bon, alors d'abord, on décide pas à la place des gens, et puis l'activité fait qu'il faut remplir toutes les semaines de toute façon, donc voilà, D'accord. Donc pour l'instant, oui, pour l'instant, non, et puis c'est pas souhaité. Alors je vais le dire autrement, notre objet, c'est pas non plus de réenfermer les gens dans la maladie, entre guillemets. Hein. Donc, on a, si ah tu veux, oui. Ah c'est oui, intéressant. tu veux dire que si on met que des gens qui ont Parkinson, effectivement, c'est un séjour Parkinson. Ben, oui, c'est pas enfin, c'est pas l'objet. Là, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des personnes un peu plus, comme tu disais, il y a des personnes qui sont un peu plus touchées, d'autres qui le sont un peu moins, il y en a qui sont très autonomes, et puis ils vivent des choses un petit peu différentes tout en étant dans les mêmes, euh, finalement, conditions liées à l'aide. Hein. Mais on veut cette espèce disons, de diversité,
On essaie même, comme je disais tout à l'heure, dans certains établissements, de faire de l'accueil touristique ordinaire, hein. D'accord. Ça, c'est Voilà, bien. on veut pas dire aux aidants, venez en séjour, répit, vacances, et en même temps les réenfermer dans, entre guillemets, Bien la sûr, maladie. bien sûr. Donc, non, on est très lié là pour ça, tous ces aspects un petit peu, disons, du médico-social. On est lié à l'aspect du médico-social aussi, comme on évoquait, parce qu'au-delà de la question du bassin d'emploi, il faut qu'on ait les collaborateurs, il faut qu'il y ait des ressources et qu'ils soient compétents. On est aussi touché par le fait que ce qu'on évoquait, c'est que la charge d'accompagnement, elle va beaucoup porter sur les aidants et donc sur ceux qui aident les aidants. Parce que nous ne pourrons pas, pour toutes les personnes en situation de perte d'autonomie demain, avoir des établissements adaptés partout. Ça, on sait qu'il n'y aura pas les places partout. Et tout le monde ne peut pas, même si on aimerait bien, mais tout le monde ne peut pas aller en milieu ordinaire. Enfin, je dis ordinaire, voilà. Encore une fois, et vous évoquez les situations Alzheimer compliquées, ben aujourd'hui, on ne peut pas aller en centre de vacances ordinaire, si je puis dire. Si tu vas avec une personne qui effectivement va déambuler, ben, y a pas les personnels, il n'y a pas la sécurité qui va autour. Oui, Euh, c'est c'est ce à quoi je pensais au début, bien sûr. Ben oui, mais c'est très perturbant. Et puis, pour se dire les choses, j'évoque souvent ce sujet, Et on puis ça écoute doit souvent. arriver parce que j'imagine qu'il y a des aidants qui doivent relativiser la situation de leur aidé, non? Il y a du déni, bien sûr, et ça Bien sûr. arrive. Oui, Putain, sur place, le ça, personnel, je n'ose pas ça imaginer. arrive. Et puis, on a le regard, les doubles regards, même si ça évolue énormément. Et alors, voilà, les films récents, les cafés joyeux, etc., font avancer le schmilblick, c'est certain. On retrouve dans la vie ordinaire des personnes qui peuvent avoir, entre guillemets, un handicap, et ça n'est plus exceptionnel. Voilà, je vais le dire comme ça. Malgré tout, pour le dire un peu de façon crue, lorsque tu es dans une salle de restaurant ou quand tu es dans un village vacances et que tu as un enfant en fauteuil roulant, bon, ça va. Que tu as une ou deux personnes âgées, machin, dont une qui est effectivement un peu plus fragile, ça va. Quand tu es dans la salle de restaurant et que tu as trois fauteuils, quatre déambulateurs, un qui crie, un qui fait une fausse route, deux qui bavent, bah oui, enfin, c'est aussi une réalité. À la fois, ça gêne ou ça peut gêner le personnel et les vacanciers. C'est pas, en tout cas, on n'est pas encore prêt complètement pour ça. Et puis, ça gêne aussi finalement l'aidant lui-même, qui est pas à l'aise de venir avec son proche dans un lieu complètement ordinaire. C'est pas, on a, voilà, la maturité, enfin, je vais le dire comme ça, n'est pas encore tout à fait là. Bien Et sûr. par ailleurs, dans les établissements comme tout, on fait du validisme beaucoup en France jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand tu vas dans un établissement ordinaire, un hôtel, un, un, un centre de vacances, un gîte, même s'il dit c'est PMR, c'est quand même des espaces où tu as intérêt à être très autonome. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé pour ne plus faire de collectif encadré. Hein, donc, on fait enfin, cherry picking, c'est-à-dire tu viens, tu consommes, tu fais pas, tu fais ce que tu veux, tu t'organises. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnel. Et donc, très bien, pourquoi pas. Mais euh, euh, les personnes, nous, qui ont des vulnérabilités, des fragilités plus importantes, au contraire, viennent chercher une présence humaine rassurante et ne peuvent pas aller au même rythme que les autres vacanciers, que ce soit pour les activités, pour s'orienter, etc. Tu vois, il y a une partie de la population, aujourd'hui en tout cas, il y a une partie de la population pour qui le milieu ordinaire, c'est un leurre. On va pas pouvoir le faire. En tout cas, Il y a un point que j'ai zappé, complètement zappé, c'est les aidants. Et ils ont quel type d'activité? C'est vous qui organisez l'activité ou ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent visiter? Comment ça se passe? pareil, ils sont libres à leur choix. Mais vous Euh, avez des activités qui sont proposées également Tout pour à les fait. aidants. En mode village club, oui. En fait, chaque semaine, enfin je dirais la semaine parce que c'est souvent comme ça, il y a un programme qui est proposé. Alors chaque village VRF, hein, village Répit Famille, chaque VRF a sa vocation, sa personnalité, son environnement et donc propose des choses un peu différentes. Certains vont être un peu plus promenade urbaine, tourisme culturel, des choses comme ça. D'autres vont être un peu plus rando, découverte, montagne, neige, enfin que sais-je. Dans chacun, on va proposer pour la semaine. En général, les journées sont coupées en deux. Il y a souvent des activités plutôt sur site le matin parce que ça permet aux familles de choisir leur temps de lever, leur heure de lever, faire les soins, etc., tout ce qu'il y a à faire le matin et donc de démarrer tranquillou. Bien sûr, bien Donc, sûr. plutôt des activités sur site qui vont être des activités bien-être,
des activités plutôt ludiques, plutôt des jeux, des choses un peu de ce type-là, des petites balades. Et puis les après-midi sont plutôt pour des sorties. Et là, bah, visite touristique, mais du coup adaptée, site adapté avec accompagnateur, etc. Et on va avoir soit les propositions pour la famille, dans l'aider, soit des propositions pour l'aidant seul. Par exemple, alors on peut parler côté senior, effectivement. Souvent, ils ont quand même le souhait d'essayer de rester ensemble le plus possible. Donc, on l'organise en ce sens. Mais ils peuvent tout à fait dire, et ils le font souvent, dire finalement, je voulais y aller, mais j'y vais pas. Parce qu'on se repose. Je vais le dire comme ça, comme souvent en vacances. On propose des activités parce qu'ils sont plutôt demandeurs de faire des activités. Puis quand ils arrivent sur place, qu'ils ont réussi à copiner avec deux, trois autres et qu'il y a la terrasse et l'apéro, bah, finalement, on reste au bord de la piscine avec l'apéro et on fait plus la sortie. Ou alors on change la sortie. On voulait aller visiter des châteaux et puis finalement on s'est bien entendu avec Monsieur Machin et Madame Bidule et eux ils vont faire une petite balade pour aller visiter une cave. Donc on va plutôt aller avec eux. Bon, bah, voilà, ça s'organise comme ça. Ce qu'on demande par contre, c'est alors nous on organise l'encadrement dès que on fait un collectif entre guillemets de visite et on leur demande si jamais ils partent en individuel ou quelquefois ils reçoivent aussi de la famille ou des amis, hein, mais s'ils le font, qu'ils nous préviennent tout simplement pour qu'on ne s'inquiète pas. Voilà, c'est très. Enfin, l'objet c'est que ce soit très libre, hein, comme Est-ce que tu modèle. crois qu'on arrivera un jour à avoir votre type d'activité, vos séjours répit, dans une partie au sein même de Village Vacances pour tous? Oui, alors il y a déjà oui, alors il y a des villages vacances qui font des choses. On parlait tout à l'heure de la mise un peu en réseau des solutions. Hein, on pourrait citer, c'est pas, mais les Sacorès, des gens comme ça. Il y a déjà des villages vacances ou des solutions de vacances adaptés handicap et qui vont assez loin dans l'accompagnement. C'est plutôt autour du handicap et du handicap moteur en général. Hein. Euh, le, je pense qu'on va. Alors, on peut y arriver. Après, il faut pas se. C'est pas si simple parce que encore une fois, il y a le regard Bien sûr. des personnes qu'il faut faire avancer. C'est pas tout de suite. Et puis, on fait pas la même chose. Je vais citer un exemple, quel cas déjà dans nos établissements à nous, mais c'est très vrai dans un village vacances. Si tu veux proposer une activité, tu vois, dans un village club, autour de la piscine, machin, etc., s'il faut commencer à s'adapter à un monsieur malvoyant, un AVC, un Alzheimer qui peut déambuler, etc., tu vois, c'est pas simple à faire. Et il faut beaucoup de personnel. Enfin, voilà. Et donc, ça se fait aujourd'hui. Il y a des choses qui se font et qu'on commence à faire plutôt en mode séjour de groupe encadré. Euh, les voyages adaptés organisés, si tu veux. Donc tu dis bah oui, j'importe dans le village pendant une période donnée, une semaine, machin, euh, un groupe avec les accompagnateurs. Mais souvent on a nos propres activités, notre propre rythme de fonctionnement pour ce groupe. Euh, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut tendre vers. Il n'y a pas de raison que les personnes, parce qu'il y a une perte d'autonomie, elles aient plus entre guillemets, droit à un site de vacances en bord de mer enfin tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Pour le handicap, aujourd'hui, tu peux faire tellement de choses en vacances, mais c'est du handicap relativement autonome. C'est plutôt pour du moteur et des gens qui finalement se Ouais, débrouille. se débrouille seul. Enfin, ça c'est Ouais, pas sur l'échelle. c'est ça. Et donc, ça fonctionne déjà. Dès qu'on commence à être sur des troubles cognitifs ou du psychique, bon là, C'est plus adapté. c'est plus adapté. Voilà. Et là, il y aura toujours, je pense que c'est le lien. Il y aura toujours besoin il y aura toujours besoin de structures plus adaptées, plus encadrantes, plus équipées, plus sécurisantes. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'elles puissent peut-être voilà, vivre ensemble, partager des activités. C'est un peu ça qu'il faut trouver. Là encore, je pense que c'est plutôt de l'adossement, de la juxtaposition, de la proximité qu'il faut trouver plutôt que de dire un village ordinaire va pouvoir accueillir tout le monde. Ça, non. C'est pas comme ça. C'est pas... Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Oui, merci. Mais en conclusion, je pense que ce qui est important, c'est je vais le dire comme ça, que la perte d'autonomie et l'accompagnement d'approche en perte d'autonomie, c'est l'ordinaire. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que l'ensemble de la société, mais ça veut dire aussi même les équipements urbains ou ce genre de choses, tiennent compte du fait que dans notre vie, dans notre parcours de vie, et donc dans notre environnement familial, social, ben, il y a des personnes qui sont plus fragiles et des proches fatigués qui s'occupent de ces personnes-là.
Et je pense que c'est la bienveillance, la vigilance ou l'attention autour de ces sujets-là qui vont faire avancer le schmilblick. Et chacun, VRF et d'autres, on peut être un élément support de cet effort d'attention pour qu'une solution soit possible pour tous. L'idée, c'est ça. Et que chacun, avec sa petite brique, on amène une solution possible et qu'au final, effectivement, il y a bien une solution possible pour tous, en fonction de la vulnérabilité ou de la fatigue ou du besoin du moment. Super. Merci, Étienne Pavard. Je rappelle que tu es directeur de Vacances Répit Famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.